Quand une personne est assise là et que son corps veut se coucher ou se lever et arrêter, ou qu'elle commence à ressentir de la peur et qu'elle retourne dans le passé, au lieu de cesser de ruminer et de renoncer à elle-même, c'est le moment où elle doit rattraper la pensée de ce pire scénario et revenir au moment présent. La peur ressentie après le diagnostic, avez-vous des suggestions à faire à ce sujet? Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles pour beaucoup de gens que ce moment où le médecin annonce le diagnostic, et le moment où la personne ressent la peur. Elles sont très suggestibles pour des informations équivalentes à cette émotion. Donc si la personne obtient un diagnostic du genre « vous avez un cancer de stade 4 » ou « vous avez des problèmes graves qui vont empirer », ensuite, tout ce que le médecin dira après ce point commencera à programmer le système nerveux autonome vers une certaine issue. En d'autres termes, les gens à qui l'on a dit « vous avez 6 mois à vivre » ont les choses suivantes qui leur sont arrivées. Parce que si la personne ressent de la peur, elle l'acceptera, croira et renoncera à des informations liées et identiques à son état émotionnel. Et cela commencera immédiatement à programmer le système nerveux autonome pour cette destinée. Comme vous l'avez dit, les gens peuvent tout à fait se programmer pour mourir par la seule pensée à partir du moment où ils associent leur condition à un symptôme. Nous avons donc étudié cela suffisamment de fois pour savoir que cette peur peut les mettre en état d'urgence ou de survie, ce qui affaiblit énormément le système immunitaire. Il régule précisément les gènes, il approuve ou accélère totalement l'état de santé, car il n'y a pas d'énergie pour guérir, il n'y a pas d'énergie dans l'environnement interne de la personne pour la croissance et la réparation. Si elle mobilise toute cette énergie pour une menace dans le monde extérieur, la première chose est que la personne doit comprendre intellectuellement, théoriquement, analytiquement qu'il y a une différence entre vivre dans un état de survie et vivre dans un état de création, et qu'elle doit apprendre à réduire le volume de la peur en interceptant les pensées qui commencent à créer ces sentiments. Et quand elle sent que ces sentiments brisent le modèle, cette émotion commence à s'activer ou à influencer davantage les mêmes pensées. Et c'est ce cycle de rupture du schéma de pensée et d'émotion qui crée ce genre de sentiment d'inconfort énorme. Autrement dit, au moment où vous décidez d'opérer un changement, préparez-vous à ce que cela vous fasse vous sentir mal à l'aise. En effet, l'inconfort que nous ressentons de ne pas éprouver de peur est parfois plus grand que le sentiment de peur lui-même. Parce qu'au moins, si nous endurons la peur, nous pouvons tout de même ressentir quelque chose de familier. Alors que quand nous sommes dans l'inconnu, et que nous ne ressentons plus de peur, bon nombre d'entre nous se précipitent en arrière, et si cela se produit, commencent à prévoir les pires scénarios dans leur esprit. Alors quand nous combinons cette vision de l'avenir telle que « que va-t-il m'arriver ?», avec la peur, nous conditionnons littéralement et émotionnellement le corps à devenir l'esprit de la peur. Et avec le temps, le corps est programmé à un point tel qu'il pourrait avoir une attaque de panique. Vous l'avez contrôlé avec votre esprit conscient. Nous le programmons inconsciemment. Alors enseigner aux gens comment s'ancrer dans le moment présent est l'une des choses les plus importantes que nous ayons étudiées. Lorsqu'une personne est assise là et que son corps veut se coucher ou se lever et arrêter, ou qu'elle commence à ressentir de la peur, qu'elle retourne dans le passé au lieu de cesser de ruminer et de renoncer à elle-même. C'est le moment où elle doit penser au pire des cas et revenir au moment présent, où le corps devient vigilant et impatient et commence à ressentir de l'anxiété et de la peur. C'est le moment où, au lieu de cesser de démissionner, il faut qu'elle réinstalle son corps dans le moment présent. Et si vous pensez au corps en tant qu'animal, en tant que serviteur, quand vous entraînez l'animal et qu'il essaie de s'échapper, dans le pire des cas de ce qu'il pourrait se produire, et que vous l'attrapez et le ramenez au moment présent. C'est une victoire. Ce n'est pas le moment d'arrêter. C'est en fait une victoire pour vous. Lorsque vous remarquez que vous vous souvenez de ce que le médecin vous a dit, du diagnostic et de l'émotion qui l'a accompagné, vous allez dans le passé. Vous vous surprenez à faire cela et revenez au moment présent. Vous exécutez la volonté qui est supérieure au programme. Ou mieux encore, vous dites au corps que ce n'est plus lui l'esprit, que vous êtes l'esprit. Et si vous faites cela de façon constante, encore et encore, il arrive un moment où, tout comme pour le dressage d'un animal, le corps retourne enfin dans le moment présent. C'est assez fastidieux au début parce que notre esprit n'est pas formé. Mais si nous nous en tenons à cela, et nous nous souvenons que chaque fois que nous nous attrapons, et quand nous devenons inconscients, et nous devenons conscients, et nous revenons au moment présent, il arrive un moment où le corps coopère. Et lorsque cela se produit, une libération d'informations et d'énergie est libérée du corps. Nous passons de particules d'onde de la matière à l'énergie, et l'énergie commence naturellement à se déplacer dans notre cœur.
Et dans un sens, nous transformons la douleur, la culpabilité et l'indignité en amour. Et l'acte de faire cela commence à nous faire transmuter la peur en, par exemple, un état de gratitude. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que j'ai parlé à suffisamment de personnes qui ont guéri des conditions de santé, où elles ont toujours dit la même chose. Je viens d'atteindre le point de ma vie où j'étais si heureux de qui je suis, si reconnaissant d'être en vie, que je m'en fiche d'avoir une maladie. C'est à ce moment que la troisième guérison s'est produite, parce que la signature émotionnelle de la gratitude, lorsque vous recevez quelque chose de favorable, lorsque vous venez de recevoir quelque chose de favorable, lorsque quelque chose vous arrive qui est favorable, ou quelque chose qui s'est produit a été favorable, vous ressentez le sentiment de gratitude. Donc la signature émotionnelle de la gratitude signifie que cela est déjà arrivé, ou que quelque chose de merveilleux est en train de vous arriver. Le corps est donc si objectif et un état de gratitude qu'il nous met dans un état de réception. Ainsi, lorsque nous commencerons à ressentir de la gratitude et que nous échangerons la peur contre la gratitude, nous accepterons, croirons et nous abandonnerons à des pensées égales à cet état émotionnel et nous pourrons alors commencer à programmer le système nerveux autonome pour un sort différent. Surmonter la peur est quelque chose qui nécessite une énorme quantité d'énergie et une énorme prise de conscience, parce que votre cerveau continue à se rappeler ce moment où vous vous souvenez du diagnostic et de tout ce que le médecin a dit après. Et les gens qui ont guéri tant de fois ont juste lâché prise puis ont dit « Je ne vais pas accepter, je ne vais pas croire et je ne vais pas me réduire à ce diagnostic sans l'analyser. Je vais pouvoir changer mes pensées, changer mes actions, changer ma façon de parler, changer ce que je ressens. » Donc si nous sommes dans un état de gratitude, nous sommes suggestibles à des émotions et des pensées équivalentes à cet état. Et c'est ainsi que nous commençons le processus de reprogrammation. Absolument Joe, je pense que la gratitude est un élément si important. Vous savez, les gens regardent ce qui ne va pas dans leur vie sans regarder ce qui va. Ils ne pensent même pas aux petits pas et à la gratitude, qui peuvent finir par engendrer des pas de géant dans le processus de guérison. Quelqu'un a posé quelques questions auxquelles je vais maintenant répondre. L'une d'entre elles est « Les effets restent-ils après que vous ayez quitté le groupe ?» Eh bien, je ne peux que vous faire rapport sur les milliers de personnes sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont définitivement guéries après avoir fait partie d'un pouvoir de puissance V. Le groupe est un véhicule pour votre propre guérison, mais aussi d'autres choses. Il y a une intention, il y a l'effet de groupe, il y a l'altruisme, il y a aussi un facteur X. Vous savez, quand nous parlons à des gens qui ont participé à des groupes puissance V et qui ont guéri, ils décrivent souvent des choses comme ça. Il y avait une femme qui avait une terrible arthrite au genou, si gravement blessée. Sa jambe flageolait, elle pouvait à peine se tenir debout. Et après seulement 10 minutes d'une séance d'un groupe puissance V, elle a fait un squat géant. Lorsque je lui ai demandé plus tard, Sandy, que s'est-il passé au moment où cette expérience s'est déroulée ? Elle a dit, j'avais l'impression qu'il y avait des mitaines chaudes qui tenaient mon genou. Ainsi, cela n'avait rien à voir avec le groupe. Le groupe se tenait la main en cercle. Mais il y avait quelque chose d'autre. D'autres personnes ont rapporté qu'il y avait une autre femme qui a dit « J'avais l'impression qu'il y avait des êtres légers derrière nous, comme ils étaient magnifiques. » Maintenant, je ne sais pas. Je ne l'ai certainement pas démontré scientifiquement, mais je reçois de plus en plus de conversations similaires avec des gens qui ont pris du travail dans des groupes de puissance V. Après tout, cela peut être dans cet état transcendant extraordinaire qu'ils imaginent ceci. Ou bien, cela peut être quelque chose de réel. Ils sont en réalité avec des guides, des êtres légers, etc., etc. C'est le facteur X. Mais oui, nous le voyons. Vous savez, je vois des milliers de cas comme celui-ci. Des cas comme Mitchell Dean, qui souffrait d'une dépression invalidante et presque suicidaire. Et ça l'affichait mal pour lui parce qu'il est psychologue clinicien. Après avoir travaillé avec son groupe pendant 1 an, il a non seulement surmonté sa dépression chronique, découvert la source de celle-ci et corrigé les intentions de son groupe, mais il a aussi perdu 15 livres. Il a surmonté la phobie de la page blanche de tout écrivain. Il a appris à méditer. Il a pu mettre au monde une nouvelle technique qu'il avait développée pour guérir les gens en psychologie, les gens avec divers problèmes, et sa vie a alors été guérie. Je viens d'entendre parler d'eux il y a quelques semaines. Et il est toujours génial. Alors oui, ça dure. L'autre question que cette personne a posée était « Qu'en est-il si quelqu'un d'autre ne croit pas ?» Eh bien, l'histoire que je vous ai racontée sur Luc en est un parfait exemple. Le jeune garçon qui a tenté de se suicider. Rappelez-vous, il avait 15 ans. Et comme la plupart des adolescents, et en particulier celui-ci, avec leurs parents, croyant au pouvoir de l'intention, ils pensaient que les siens étaient assez stupides. L'idée d'intention était elle-même assez stupide. Il y a donc un cas où cela n'aurait pas pu être un effet placebo, car il n'y croyait absolument pas. Nous voyons donc beaucoup de cas comme celui-ci. Joe,
Il semble que nous pourrions probablement continuer comme ça indéfiniment. Je pense que tous les derniers mots que vous voulez dire seront « Oh ça alors !» Je suis tellement heureux que les gens soient ouverts à ces notions-là. Je sais que, mon Dieu, nous nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans, et à l'époque, il n'y avait tout simplement pas beaucoup de crédibilité ou d'acceptation accordée à certains de ces concepts et idées. Et je pense que c'est un tel privilège de faire ça avec des gens comme vous, qui ont été empiriques et persistants dans leurs convictions. Et mesurer certains des résultats est aussi au fait que les gens s'intéressent à savoir pourquoi les gens le font, puis au fait que cela devient une nouvelle manière de vivre, une nouvelle conscience. Je suis juste super reconnaissant. Donc merci de me donner l'occasion d'y contribuer. Merci beaucoup.